c'est pas une question d'adaptation, c'est une question d'adaptabilité. Mmh. Est-ce qu'on a dans nos gènes aujourd'hui, dans nos activités économiques, dans nos réflexions, dans nos services juridiques, les moyens d'une adaptabilité au changement qu'on a autoproduit? Parce que faut être de très mauvaise foi pour dire que l'homme n'est pour rien dans le changement climatique actuel. On est bien d'accord là-dessus. Donc ça veut dire qu'on est dans un système où le serpent se mord la queue, puisque on détruit cet environnement. Et arrêtons de croire que si on l'abîme, on ne sera pas malade. Bonjour à tous, pour cette nouvelle émission, Caring Biosphere. Ça fait, un certain temps là qu'on n'a pas fait d'émission, donc on reprend tranquillement et j'ai le plaisir aujourd'hui, de pouvoir, avoir avec moi, Gilles Boeuf, donc professeur, des universités, qui a été 7 ans, au Muséum d'histoire naturelle en tant que président, donc une institution quand même assez importante en France qui traite de la biodiversité. D'ailleurs, ça va être le sujet d'aujourd'hui, la biodiversité, l'interaction entre activité humaine et biodiversité. On va attaquer aussi certains sujets. Le climat, c'est important, mais la biodiversité aussi, les deux sont en interaction. Et comment, finalement, nos choix de vie vont influencer notre environnement naturel et comment celui-ci va nous rendre finalement ce qu'on lui donne. Voilà, donc je suis ravi de t'accueillir dans cette émission. On est ici pour parler vrai, on est ici pour parler de notre expérience. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre pourquoi on fait ces métiers, pourquoi on a une trajectoire de vie. Donc, je t'invite dans un premier temps peut-être à te présenter et à nous expliquer pourquoi tu en es arrivé à faire ces métiers, pourquoi tu as traité ces thématiques et pourquoi elles te passionnent. Et puis après, on enchaînera sur un certain nombre d'autres sujets. Ben, bonjour à tous, merci de m'avoir invité en premier lieu. Alors moi, je suis un petit garçon élevé à la pointe de la Bretagne, dans une famille qui n'était pas spécialement dédiée à ces considérations-là. Mais à 8 ans, je savais que je serais chercheur. Et je lisais les souvenirs entomologiques de Fabre, pas très loin d'ici, dans son Harmas, près d'Avignon. Et en fait, j'ai toujours cette préoccupation pour la biologie, pour le vivant. Alors bon, moi j'avais une mémoire d'enfer qui me sert toujours aujourd'hui. Donc je réussis bien à l'école, hein. Je ne travaille pas forcément plus que les autres, mais ça marche bien. Je me retrouve à l'université. Et puis, je fais une thèse à Bordeaux. En fait, je vais passer 18 ans de ma vie sur la compréhension des migrations des saumons. Pourquoi certains vont en mer, d'autres vont pas en mer, et ça va m'ouvrir l'esprit. Je voyage beaucoup. À une époque, on faisait moins attention, hein, à notre empreinte carbone au niveau des voyages. Et puis, bon, ça marche bien. Donc, je suis professeur des universités. Après avoir passé 20 ans à l'Ifremer à Brest à travailler sur mes migrations de saumon. Je vais beaucoup en Amérique du Nord, en Scandinavie. Puis après, le Chili a introduit ses poissons dans l'hémisphère sud. Jolie expérience. Et puis, ça va me mettre le pied à l'étrier. Et puis, je crois que j'avais des jeunes de professeurs des universités. En fait, j'aime bien raconter des histoires en étant très strict sur la science. Et puis, ça m'a amené effectivement à prendre une chaire à Pierre et Marie Curie, devenue Sorbonne Université aujourd'hui, et après répondre aux sirènes du Muséum d'histoire naturelle à Paris quand ils me proposent la présidence du conseil scientifique et ensuite de l'établissement. Ça m'amènera plus tard au Collège de France. Alors, mon travail, dès le départ, c'est bien comprendre intimement le vivant, comprendre très bien des choses horriblement compliquées et complexes pour les raconter avec des mots simples. Ça, j'aime bien les radios, les télés, parce que là, on peut entrer en contact avec tout le monde. Ce que je dis souvent, c'est que si on amène notre public à s'intéresser à ces questions, il y a un pouvoir de séduction qui joue aussi, hein. Il y a un côté un peu théâtral. On me dit la science, c'est chiant. Pas du tout. Si elle est bien racontée, elle est géniale et passionnante. Certains savent le faire, hein. Alors ceux-là, c'est pour ça que ce sont des bons candidats pour les radios et les télés. Donc voilà. Et mon rôle, après, ça a été donc de travailler sur... après le muséum, je suis parti m'occuper de la COP 21 Oui. à Paris. Expliquer aux gens du climat que le climat peut changer sur la Terre, mais on s'en fout s'il n'y a pas la vie, hein. Et dans la vie, il y a l'humain avec ses activités économiques. Et puis après, à créer donc le CEBIOS, le Centre d'études sur le biomimétisme et la bioinspiration, on en dira quelques mots. Et puis à m'occuper des Jeux Olympiques, hein. Et j'ai été le président du comité de transformation écologique de Paris 2024, hein, Ok. 4 ans avant. Et puis là, on a fait des jeux assez particuliers. Et le but, c'était... Alors, on avait tout le monde contre nous, hein, les écologistes, l'extrême droite. Et aujourd'hui, on a fait des jeux qui ont donné du plaisir aux gens, avec des moyens les plus limités possibles. On a rendu 80 millions récemment, là. Et ça, c'était une belle expérience humaine pour moi, en particulier dans la mise en valeur des Paralympiques, hein. Moi, j'ai vu les gens pleurer en jouant au foot aveugle. Qui pouvait imaginer cela? On ne les écoutait pas, hein. Donc, mon combat aujourd'hui, c'est d'expliquer les relations entre le vivant humain et le vivant non humain. Mais qu'est-ce qui t'a, juste avant d'aborder tous ces sujets-là, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la science?
Plutôt petit. Si on revient voilà, vraiment Ouais. à l'origine. Depuis tout petit, j'avais 8 ans et j'élevais tout ce qui pouvait s'élever. Ouais. D'ailleurs, j'en veux des fois au système écologiste parce que maintenant, on n'a plus le droit d'élever des bestioles, elles sont protégées. Moi, je suis désolé, mais si j'avais pas élevé tout petit des têtards de grenouilles, des têtards qui devenaient des grenouilles, je serais pas là ce soir. Donc, laissons les gamins toucher le vivant, pas à travers des écrans, hein, mais aller au bord de la rivière, ramasser les têtards et puis voir comment ils se transforment. C'est le côté un peu magique que j'ai vécu. Puis ma maman qui avait marre que je ramène des vipères à la maison ou des écureuils me dit bah écoute change un peu. Je me suis mis à travailler sur les insectes. Voilà comment je suis venu sur les travaux de notre ami Fabre, pas très loin d'ici, au Harmas. Et depuis toujours. Et en fait j'ai passé ma vie 20 ans sur les migrations des saumons et m'intéressais beaucoup aussi à la sortie de l'océan du vivant il y a 3 milliards et demi d'années. Et ça a été la vie est apparue il y a un peu moins à peu près 4 milliards d'années dans l'océan et sortira pour les bactéries il y a 1 milliard d'années. Pour tout le reste, hein, tout ce qu'on appelle espèces évoluées, hein, les animaux, les plantes, on est vers un demi-milliard d'années. Ça m'a fasciné. Et je raconte aujourd'hui qu'à travers le corps humain et notre physiologie interne, on raconte l'histoire de l'océan. Je dis aux humains actuels, mais attendez, vous êtes fait d'eau liquide. Un bébé humain qui naît, c'est 3/4 d'eau liquide. Vous le prenez dans vos bras, vous l'adorez, c'est de la flotte que vous étreignez. Notre cerveau, c'est 80% de flotte. Donc l'eau, elle mérite beaucoup plus de respect que ce qu'on fait aujourd'hui. Vous verrez que l'eau et le vivant sont liés. Hein. Tous les êtres vivants, du coronavirus 19 à l'humain, sont faits d'eau liquide. Donc déjà, premier gag, c'est pas fait pour laver sa bagnole. Donc on part là-dessus. L'eau est profondément respectable et doit être mieux respectée dans des conditions... L'eau sur la Terre ne change pas globalement. Mais là où il pleuvait pas, il se met à pleuvoir. Et là où il pleuvait beaucoup, il ne pleut plus. Ça, c'est assez dramatique, effectivement. Donc on va relier eau et vivant. Et puis après, c'est d'expliquer effectivement que dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, au niveau agriculture, mais pas uniquement, hein, dans toutes nos activités économiques, on a besoin de revenir au vivant. Parce qu'on est fait de vivant. Là, tous, vous m'écoutez, on a la même glande thyroïde qu'une truite. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Alors on va me dire, bah oui. Et regardez avec amour votre prochaine prise de sang. Ça me ferait très plaisir. Vous penserez un peu à moi. 142 millimoles de sodium, tiens. 105 millimoles de chlorure. 4 millimoles de potassium. C'est quoi? C'est notre mère divisée par 3. Donc, le corps humain, notre sang, notre cerveau, nos muscles, nos cellules de reproduction racontent l'histoire du vivant né dans l'océan. On a chacun un petit océan au sein de chacun d'entre nous, 3 fois moins salé que le grand frère. Nous sommes vivants et nous sommes salés. Donc, sur cette introduction, je dirais que, rappelez-vous chaque seconde que vous êtes vivant. Vous ferez beaucoup moins de conneries. Vous allez voir, l'eau, vous allez la respecter. Vous n'allez pas manger n'importe quoi, vivre n'importe comment. Je suis vivant. Ça me demande effectivement de m'intégrer dans ce vivant. Et je terminerai cet aspect de préambule en vous disant que continuez à croire que si on abîme la nature autour de nous et ce vivant, on ne sera pas malade, on ne mérite pas le nom de sapiens, dont nous-mêmes on s'est affublés. Hein. Bien sûr. Quand, en fait, Linné, c'est un savant suédois, il n'avait pas de nom, Linnaeus, c'est tilleul en suédois, il était botaniste. Rappelle ce qu'il a fait, hein, parce que monsieur Linné, en 1758, invente la classification du vivant. Tout ce qui est vivant, une bactérie, une plante, un animal, a un nom de genre, Homo, sapiens, c'est le nom d'espèce. Une majuscule au nom de genre, une minuscule au nom d'espèce. C'est le système international depuis 3 siècles. Et il crée comme ça Canis canis, le chien, Canis lupus, le chien, on voit les relations. Hein. Le chien, c'est un loup devenu chien. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il ne connaît pas les bactéries et les virus à l'époque. Donc, il meurt en 1798... Non, pardon, excusez-moi, 78. Et quand il meurt, il laisse 12 000 espèces connues. Des champignons, des plantes et des animaux. Aujourd'hui, on en connaît 2,5 millions décrites. Hein. C'est le travail du muséum. On est là pour trouver des trucs, leur donner un nom, les décrire, les photographier, les séquencer au niveau de leur ADN, les dessiner, bien sûr, ensuite, et expliquer aux humains qu'on ne mange que cela et qu'on ne coopère qu'avec ça. Et un corps humain, c'est plus de bactéries que de cellules humaines. Un intestin humain a plus de bactéries vivantes que de cellules humaines de tout l'organisme. C'est 1000 espèces de bactéries. Un vagin féminin, c'est 400 espèces de bactéries. Qui les connaît? Or, c'est la clé au moment de la naissance d'un bébé qui passe par là pour sortir, non pas de se contaminer, mais de s'ensemencer des bactéries de la maman. Si ça ne se passe pas bien, ça va très mal pour le bébé. D'ailleurs, on en parlait à l'instant avec toi. Quand on fait maintenant des césariennes depuis une vingtaine d'années, on refait un frottis vaginal à la maman et on remet des bactéries dans la bouche et dans l'anus du bébé. Et il est terminé. Il s'est ensemencé des bactéries de la maman. C'est vachement intéressant parce que là, on aborde 2 sujets majeurs qui sont finalement, d'un point de vue scientifique, tout à fait communs, mais qui sont peu connus. Premier, effectivement, nous sommes faits d'eau, littéralement.
et nous sommes finalement des proxys des formes d'eau qui existent sur Terre, et notamment de l'océan. Ça, c'est un premier niveau. Et on oublie que le stockage de l'eau sous forme solide, finalement, la matière vivante est une forme de stockage de l'eau et est une forme. Donc, finalement, si on se réfléchit, au changement climatique où on aura sans doute de moins en moins d'eau sous forme de glace, Chez nous. chez nous, en tous les cas, il y a une autre forme de stockage dans la biomasse Bien et qui est sûr. fonctionnelle. Deuxième chose qui est intéressante dans ce que tu dis, et alors pour le coup, c'est encore moins connu, c'est que ce ne sont pas les bactéries et les micro-organismes qui vivent dans notre monde, c'est nous qui vivons dans le monde des micro-organismes. Et ça, c'est Qui étaient assez... là bien avant nous, d'ailleurs. Voilà, Et voilà. qui seront là après nous aussi. Hein. Exactement. Mais c'est assez étonnant parce que quand on se rend compte que c'est en respectant ce monde microbiologique qu'on commence à respecter la vie, et c'est en respectant les cycles de l'eau qu'on a... En fait, l'eau, c'est le moteur de la vie. Hein, voilà. Et donc, c'est quelque chose... Finalement, ce sont un peu des constantes. Si on commence à se poser la question, qu'est-ce que ça signifie dans la santé, dans l'agriculture, etc. Et qui sont les contradicteurs de cette vie, c'est-à-dire soit qui vont rendre dysfonctionnel ou polluer l'eau, ou qui vont rendre dysfonctionnel ou polluer le monde microbien, ben là on commence à pouvoir déterminer un certain nombre de bons et de mauvais choix, déterminer un certain nombre de bons et de mauvais comportements. On est dans un monde imparfait, avec un humain imparfait, donc il faut quand même partir du monde actuel si on veut progresser. Mais ça a quand même été dans ton parcours scientifique et aujourd'hui dans tes, on va dire, combats. Hein. Alors on essaye des fois de se dire c'est pas un combat, mais au final, Si, des fois, si, c'en nous, est un. nous sommes en guerre aujourd'hui. Et donc la question, c'est quels ont été, toi, tes déclics scientifiques autour de ces sujets de l'impact, on va dire, du comportement ou des technologies humaines sur l'eau, sur la microbiologie, sur la biosphère, mais vraiment en profondeur. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, ouais, là j'ai compris quelque chose, tiens, ça c'est un élément important, et finalement, voilà, comment tu pourrais le synthétiser, cet impact, pour, on va dire, une personne un peu profane, Oui. hein, qu'on comprenne le fondement de cet impact, et puis après peut-être qu'on Alors, ira au sur début, les à travers solutions. une anecdote, donc moi je démarre, j'ai 18 ans, hein, je m'intéresse au saumon. Comment ce saumon quitte les rivières de l'Allier, par exemple, à 1000 km de l'océan, va au Canada et revient dans la rivière de laquelle elle est partie. Ça me mystifie. Je fais ma première thèse là-dessus. Je travaille sur des saumons de Californie et d'Oregon, puis après sur le saumon européen. Et je me dis, en fait, ce poisson, je me rends compte qu'il passe sous 4 ministères différents Mhm. au cours de sa migration. Donc l'humain n'a pas du tout adapté son droit à ce qu'est ce poisson. Je m'intéresse beaucoup à l'anguille. En ce moment, j'essaie de sauver l'anguille. Quand j'avais 15 ans, l'anguille représentait en masse la moitié du poids de tous les poissons des rivières d'Europe de l'Ouest. C'est moins de 1% aujourd'hui. Mhm. Et aujourd'hui, je me bats avec ce gouvernement actuel et les autres qui me disent, voilà, on continue à laisser des quotas de pêche à la civelle, au bébé anguille. Alors d'abord, on m'a appris que on ne pêche jamais un poisson qui s'est mort reproduit une fois. Là, on pêche les bébés à la naissance. Elle est venue de la mer des Sargasses, 3000 mètres de fond. C'est un warrior, l'anguille. Hein. Elle traverse l'océan Atlantique. La leptocéphale, la petite larve, se transforme en pibale, en civelle sur le plateau continental et remonte nos rivières dans lesquelles elle va vivre entre 10 et 30 ans. Mais c'est absolument magique. Et qu'est-ce qu'on fait? On les détruit. Aujourd'hui, et pourquoi? Pour des raisons financières. Il faut voir aujourd'hui que le kilo de civelle sur le marché à Bordeaux, c'est entre 300 et 2000 euros le kilo. Dans 1 kilo de civelle, il y a 700 civelles. Et qu'est-ce que me fait le ministère récemment? On me dit, Gilles, on va t'écouter. On avait un quota de 65 tonnes, 65 000 kilos. On le passe à 55 000. De qui on se fout? Elle est en train de disparaître, mon anguille. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On a les armes que l'on a, nous, écologues. Hein. Et ben, je suis allé voir mes copains chefs cuisiniers. Thierry Marx, Olivier Rollinger, Coutenceau à La Rochelle. On s'est dit, voilà, j'ai 4000 chefs cuisiniers des grands restaurants qui maintenant interdisent l'anguille à leur carte. Voilà les armes qu'on peut avoir aujourd'hui, puisque l'État ne fait pas son boulot. La France pêche 90% des civelles du monde aujourd'hui. Enfin, je parle de l'anguille européenne, hein, de l'océan Atlantique, je ne parle pas des japonaises ou des pacifiques. C'est effrayant. Alors quand est-ce qu'on se dira effectivement, on a un moratoire pour quelque temps, et puis cet animal, on le protège. L'esturgeon européen, voilà un bel exemple. J'ai des photos, moi j'étais pas là, hein, prises dans les années 45-50, de femelles d'esturgeon pêchées à Royan, 500 kilos, 2 ovaires de 50 kilos, 100 kilos de caviar à 3300 euros le kilo. Eh bien, c'est tellement intéressant au niveau financier qu'on n'y en a plus. L'humain détruit ce qui vaut quelque chose. C'est là que notre incapacité à imaginer, à nous projeter dans le futur est débile, parce que les ressources vivantes, c'est génial, elles se reproduisent.
Mais là, on a dépassé les seuils de renouvelabilité du vivant et les stocks s'effondrent. Donc on arrête. Et c'est le cas de la lamproie marine, c'est le cas des aloses aujourd'hui, c'est le cas effectivement de la truite de mer. Hein. Donc c'est ça qui te fait le premier déclic, c'est Oui. les études des poissons. Oui, complètement. Ouais. Ok. De la migration. Et Parce où tu te dis, entre guillemets, il y a un cycle, et à partir du moment où on pioche trop dans ce cycle, Voilà. on vient le briser. Et notre droit n'est pas du tout adapté à gérer ces questions-là. Ok, mais il n'est pas adapté parce que justement les migrations dépassent les frontières étatiques et passent d'un État à l'autre sans forcément de règles du jeu, puisque Bien sûr. les limites des États sont péremptoires, mais en tout cas ont été définies indifféremment de ces éléments-là. Mais donc ça c'est un déclic, mais qu'est-ce que ça a comme conséquence pour toi? Il y a Anthony Netboy, c'est un Américain qui disait, en fait, la France est le pays qui a le mieux se gaspiller ses ressources. Il parlait des migrateurs. Et c'est vrai, on pêchait 3000 tonnes de saumon en Bretagne en 1800. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est interdit maintenant la pêche, mais on en débarque 10 tonnes, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se prive d'une merveilleuse ressource qui est non seulement intéressante au niveau de la biologie de ces espèces, mais aussi du rendement économique. Les Américains qui ont protégé leur stock me disent le type qui vient avec sa famille passer quelque temps pour pêcher des saumons dans les Coast Range en Californie ou en Oregon, ça rapporte quelques centaines ou des milliers de dollars, en fait. Hein. Aujourd'hui, moi, le mérou en Méditerranée qu'on essaie de protéger là à Banyuls, où j'avais mon laboratoire, eh bien, il avait disparu. On l'avait fait disparaître, trop tué par les pêcheurs sous-marins. On en ramène une soixantaine des Medes, des îles espagnoles, à Banyuls. J'en ai 600 dans ma réserve aujourd'hui. Hein. Et les gens viennent pour faire des photos de mérous. Et quand le préfet me dit, Gilles, maintenant qu'ils sont revenus, on va les rechasser. Non, ils vont me les tuer dans la journée. Ils se flèchent dans l'œil à 10 cm. Donc, on respecte cette ressource, elle est merveilleuse. Par contre, ils essaiment en dehors de la réserve, et là, on peut les pêcher. Et là, tu poses la question, finalement, du quota. Donc, si j'entends, OK, il y a un certain nombre de cycles. D'ailleurs, les cycles marins, c'est vrai que pour ça, c'est assez évocateur. Mais comment on gère alors cette notion de quota? Tu vois, quand tu parles, il faut protéger, il faut protéger. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a une activité économique qui, lorsqu'elle est trop intensive par rapport à la capacité du cycle de se renouveler, c'est ce qu'on appelle les limites planétaires, etc. Tout à fait. C'est une image. Voilà, c'est une image. Comment on gère le bon quota? Parce que tu as travaillé, malgré tout, auprès soit des pouvoirs publics, soit d'instances scientifiques, pour pouvoir travailler autour de ces sujets. Qu'est-ce que c'est un bon quota qui respecte les limites? C'est très simple. Un bon quota, nous, on appelle ça le recrutement en halieutique, la science des pêches. Hein. Le recrutement, c'est le nombre de bébés qui, chaque année, accèdent à la pêcherie. Lié à la taille de la maille du filet, aux engins de pêche, aux façons de prendre. On donne une taille minimale en dessous de laquelle il ne s'est pas encore reproduit. Quand il s'est reproduit, donc chaque poisson a ses tailles limites. C'est pareil pour une coquille Saint-Jacques ou bien pour une araignée de mer. Hein. Donc c'est ça, c'est la capacité du vivant dans l'accès du nombre de poissons qui accèdent à la pêcherie chaque année. Ça, on sait le calculer mathématiquement. Hein. On voit des systèmes de lâcher et recapture, on estime... Alors, j'aime pas trop le mot de stock, parce qu'il fait croire que c'est pour l'humain, tout ça. Une population naturelle de morues. Alors, la morue, c'est le plus bel exemple que l'on ait. La morue, relisez Pierre Loti, pêcheur d'Islande. 500 années d'harmonie. Les Catalans, les Portugais, le bacalao, c'est sacré pour eux. Hein. Leur base d'alimentation, la morue séchée, salée, eh bien... 500 années, on la pêche, rude métier, mais les stocks ne sont pas menacés. Et dans les années 90-92, en 2 saisons, des gros chalutiers industriels détruisent le stock de Terre-Neuve. Et elle disparaît. Et elle ne revient pas, parce que la nature a horreur du vide. Hein. Il s'est installé à la place de la morue, au Canada et à Terre-Neuve, à Saint-Pierre-et-Miquelon, autre chose que les morues. C'est ça. C'est tellement, excusez le terme, con, que je me dis, c'est pas possible qu'on puisse continuer comme ça. Il reste des morues aujourd'hui, mais elles sont en Islande ou elles sont en Norvège. Et aujourd'hui, les stocks sont trop menacés. Il y a une demande trop grande sur des produits de la mer à l'heure actuelle. Alors, je préside aussi Éthique Océan, qui est une association qui se targue de mettre sur le marché des animaux marins qui ne sont pas menacés. Des espèces, des quotas, des choses comme ça. Donc, on a plein de moyens de réguler une pêcherie. Mais ce qu'il faut croire, c'est que l'accès libre est catastrophique. C'est le prix Nobel d'Elinor Ostrom qui disait les communs. Le commun, c'est le fait que si tu ne gères pas ton commun en réflexion générale d'un écosystème, ça finit par la destruction. Comment tu vois, parce que ce dont tu parles, c'est quand même quelque chose de très important. Moi, je travaille dans l'agriculture et on voit bien à quel moment on commence à taper dans des stocks de matière organique, des stocks d'êtres vivants utiles. Et même au niveau paysager, c'est pareil. Je détruis la maille paysagère. J'ai tout un biotope qui disparaît. J'ai un ensemble de niches écologiques qui disparaissent. Ben forcément, les êtres vivants associés disparaissent. Des fois, on en a en nombre qui revient, mais ils sont ubiquistes, ils sont généralistes. Et finalement,
La nature a horreur du vide, mais souvent, ceux qui reviennent, c'est ceux qui sont adaptés à des perturbations majeures ou à une Ouais, faiblesse de diversité initiale. Ça pose des grosses questions parce que si je regarde par exemple la Picardie, on a une déstructuration paysagère qui complètement. est extrême. On va se retrouver, si on prend par exemple la faune épigée du sol, des carabes qui peuvent Ouais, être en nombre, que mais on a deux j'adore. espèces qui vont dominer. Ah ouais, Et on a une diversité des communautés de ces types d'insectes-là qui est complètement qui déstructurée. s'effondre. Et donc, le quantitatif peut être là, le qualitatif et la diversité qui apporte une multiplicité de fonctions et de services a disparu. Et donc, finalement, cette notion du bon quota dont je parlais, je pense que c'est une notion très importante parce que, au final, la liberté finalement de l'humain ou de l'éconosphère devrait s'arrêter là où la biosphère finalement débute, en quelque sorte. Et c'est assez difficile de se projeter, toi qui as finalement on va dire, une interaction avec un ensemble d'acteurs. Si tu dois qualifier où on en est aujourd'hui dans ce côté un peu indispensable de reconnaître un certain nombre de limites et de jouer en liberté, mais dans ce cadre, on en est où aujourd'hui? D'une façon générale, Oui, hein, que oui. ça soit sur la mer, que ça soit sur l'océan ou Oui, que ça oui. soit sur la terre. Hein. C'est les mêmes modèles, en fait, pour nous. Alors, Confucius disait déjà, il disait, en fait, si on n'est pas capable d'estimer ses limites, on ne pourra jamais s'adapter. Mm. On parle beaucoup d'adaptation. Alors moi, je suis un peu comme Olivier Hamon qui nous dit, c'est pas une question d'adaptation, c'est une question d'adaptabilité. Mhm. Est-ce qu'on a dans nos gènes aujourd'hui, dans nos activités économiques, dans nos réflexions, dans nos services juridiques, les moyens d'une adaptabilité au changement qu'on a autoproduit? Parce que faut être de très mauvaise foi pour dire que l'homme n'est pour rien dans le changement climatique actuel. On est bien d'accord là-dessus. Donc ça veut dire qu'on est dans un système où le serpent se mord la queue, puisque on détruit cet environnement et arrêtons de croire que si on l'abîme, on ne sera pas malade. Donc on a des relations avec la santé, on en dira quelques mots tout à l'heure. Donc pour revenir au système agricole, moi je suis de ceux, bien sûr qu'il faut l'agriculture. Hein. Moi j'habite dans une région de France, en pays catalan, où sont arrivés les premiers Français, entre guillemets. Hein. Totavel, 700 000 ans. Les premiers préhistoriques français s'installent. Et entre 700 000 et 100 000, ils ne font que chasser et cueillir. Je me dis, mais comment ils ont fait sans détruire? Ils sont simples. À l'époque, ils sont 20 au maximum à chaque seconde qui Ben oui. passe. On est 8 milliards aujourd'hui. Hein. Moi, depuis que je suis né, je ne suis pas le seul responsable, on a multiplié par 4 la population humaine sur 70 ans. Hein. Peut-être qu'il faut y réfléchir aussi. Comment on gère ces questions-là? Comment les ressources sont beaucoup trop altérées? Et surtout, le drame de l'économie qui est sous-jacente là-dessous, et c'est la destruction des communs de Elinor Ostrom, c'est qu'effectivement, on ne tient pas compte des externalités. Et je vais revenir à mes stocks, j'aime pas trop le mot de stock, mais à nos populations. Et au niveau agricole, je suis un farouche défenseur de l'agriculture. Hein. On n'aurait jamais nourri 8 milliards d'humains sans agriculture. Mais pas celle-là. Aujourd'hui, si on continue à détruire les sols, on nourrira jamais 8 milliards d'humains. Donc pour moi, c'est simple. Hein. C'est quoi l'agroécologie? D'abord, je ne vois pas comment on peut faire de l'écologie ou de l'agronomie sans écologie. C'est complètement lié. C'est garder du vivant dans les sols. Pour moi, c'est absolument essentiel. La goutte d'eau de mer qu'on a vue tout à l'heure. Je dis souvent, vous savez, l'océan nous stocke 30% du CO2 qu'on émet, ne produit la moitié de l'oxygène de la Terre. Mais c'est pas l'eau de mer qui sait faire ça. C'est le vivant dans l'eau de mer. Hein. C'est des bactéries, c'est des microalgues, du phytoplancton. Hein. Et c'est idem pour les sols. Donc gardons des sols vivants avec des bactéries qui font des micro-trous enduits de mucus. Et quand il pleut pas beaucoup, l'eau rare, elle reste là, elle va pas inonder à côté. Ensuite, c'est le meilleur système de défense contre les envahisseurs, toutes les plaies agricoles qui nous arrivent dessus aujourd'hui. Troisièmement, on a des relations partout, aussi bien en mer que sur Terre. Plus il y a de la diversité biologique, plus on a de la productivité organique. Et enfin, c'est la meilleure résistance au changement climatique. Donc au niveau agricole, moi je suis avec tous les systèmes dans la condition où on garde de la vie dans les sols. Et on revient à la question des labours profonds, des tracteurs trop lourds ou de la chimie de synthèse. Donc ces questions, il faut les poser en permanence. Et avec le monde agricole, on discute beaucoup. Moi je travaille avec aujourd'hui les grands, évidemment. Chez moi en Nouvelle-Aquitaine, on a les cognacs, on a bien sûr toute la viticulture, hein, c'est la grosse ressource de la région. On a la forêt landaise, la plus grande forêt d'Europe. Comment aujourd'hui, avec ces gens qui vivent de cette biodiversité-là, on travaille. Et chaque fois, on revient à la même conclusion ensemble, même avec eux. Hein. Il faut ramener de la biodiversité. Et j'ai beaucoup aimé ta question sur les paysages. On me dit souvent, est-ce qu'il y avait des paysages au temps des dinosaures? Non! Il y avait des milieux. Il y avait des zones humides, il y avait des champs, mais il n'y avait pas de paysage. Paysage, c'est paysan. Tous les paysages qu'on a en Europe sont façonnés par l'humain.
travail extraordinaire du monde agricole et paysan. J'en ai marre de l'exploitant agricole, ça veut rien dire. Il est paysan, dans le sens noble du terme. Et il y avait un bon sens agricole qui se perd un peu en ce moment quand même, qui me préoccupe. Non, mais c'est. Alors, la question initiale, on y reviendra, c'était comment on se met en perspective sur presque un volet politique, etc. Mais on y Bah, il est reviendra. là. Hein. Non, mais ce qui est intéressant, là, sur tout ce que tu viens de dire, c'est la notion de limite que tu as commencé à initier Ouais. sur le volet océan. Là, on a basculé sur les terres. Euh, Si on fait de la surpêche, on ne peut plus pêcher le poisson que l'on souhaitait pêcher, et puis on crée une rupture. Bien sûr, Et donc, on tape dans la ressource. À court terme, on pêche beaucoup, mais à long terme, on n'a plus la ressource. L'agriculture, c'est la même chose. Moi, je le vois au niveau de la santé des sols. bien sûr. Et effectivement, un sol vivant, c'est un sol. Alors, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure. Le vivant est façonné d'eau. Bien sûr. Quelque chose de vivant résiste à l'eau. Et donc, je dis souvent, si votre sol, après une pluie, même importante, s'érode, se compacte, se disperse, c'est qu'il ne résiste pas à l'eau. Le premier facteur qui permet de dire si le sol est vivant ou pas, c'est est-ce qu'il résiste à l'eau Bien sûr. après une pluie. À l'eau Donc, et la sécheresse. Voilà, l'eau et la sécheresse, mais en gros, cette relation à l'eau, c'est flux d'eau. Tout à fait. Donc ça, c'est un premier niveau qui est important. Et on s'aperçoit en agriculture, on l'a vu aussi au niveau de la pêche, c'est-à-dire toutes les activités humaines dont on a besoin pour vivre en tant que civilisation. Bien sûr. Si on va trop loin, on tape trop loin dans les limites et on casse les cycles, on crée des problèmes. La matière organique dans les sols, la quantité de lombriques, les micro-organismes, et notamment les champignons qui peuvent être très sensibles à certains facteurs, que ce soit le travail du sol ou les fongicides, Essentiel. vont se retrouver à un moment donné tellement en décroissance, on va tellement arriver à une rupture d'un point de vue biodiversité quantitative et qualitative dans les sols, qu'on ne va plus avoir une structuration naturelle, qu'on ne va plus avoir des biorégulations. Donc la question des biorégulations, c'est la biodiversité qu'il y a derrière. Bien sûr. La biodiversité, elle marche à l'eau, a priori. Elle marche aussi à l'énergie du végétal, la Bien photosynthèse. Bien sûr. Donc c'est assez intéressant de voir que tout est lié et que le respect de ces limites, finalement, c'est aussi notre avenir, qu'on peut soit hypothéquer, soit construire. On ne commande à la nature qu'en respectant ses lois. Hein. Ça, c'est une phrase que j'aime bien dire. Oui. Et on peut amener la nature à peut-être des fois une surperformance, mais que en travaillant dans le cadre de ces règles. Et même des fois, cette surperformance, elle ne peut être souvent que temporaire, parce que sinon, on vient Complètement. mettre le système en sur-régime. Et Complètement. comme un sportif de haut niveau va faire les Jeux Olympiques 3 semaines, on parlait des Olympiques, mais après il va se reposer. Complètement. Et donc un sportif de haut niveau peut délivrer une surperformance temporaire, mais il faut une phase de repos. Ouais. Et c'est là où on a cette respiration dans le vivant, avec toujours activité, non-activité. En fait, on est un peu dans un monde binaire, polaire, où en fait c'est en alternant la nuit et le jour, le repos, l'activité, Complètement. où on arrive à une forme d'équilibre. Donc, comment tu vois, toi, la mise en place d'une activité humaine qui favorise un équilibre et non pas toujours une partie du spectre, et comment tu vois dans les 10 prochaines années se challenger l'humanité, ou en tout cas les pays que tu connais, sur ces sujets? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on est un peu hémiplégique des fois. On a les sujets, on a les techniques, on a Quasi la science. tétraplégique par moment. Voilà, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Juste avant que je te laisse répondre, nous, on fait des formations, voilà. Et on a une formation sur le sol qui s'appelle Base de l'agriculture régénératrice ou Base de la santé des sols. C'est la même formation depuis 15 ans. Et des fois, on a les mêmes réactions de stagiaires aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Ouais. Et je me dis, quand est-ce que ça va s'arrêter, ou on va pouvoir passer à l'étape supérieure? Alors, on le fait avec les agriculteurs avec lesquels on travaille depuis longtemps. Il y a des agriculteurs formidables et des techniciens formidables avec Bien lesquels sûr. on peut aller plus loin. Mais bien sûr. Mais on voit bien que de façon massive, on est encore en train de traiter de sujets basiques. Ouais, ouais. Comment on fait pour avancer? Je vais revenir à la performance. Mm. Je vais prendre ma libellule, c'est ma chouchoute. Une libellule, elle pèse quelques grammes, elle vole à presque 100 km/h avec 2 watts. Vous me connaissez un polytechnicien qui sait faire ça, vous? Ensuite, ma libellule, elle voit à 360 degrés, 300 images à la seconde. Et en accélération, elle encaisse 30 G. Un pilote de Rafale, à 9 G, il est à haute et il crache son Rafale. Alors, ça, c'est une performance. Mais elle ne fait pas tous les jours, toute sa vie. Elle fait à certains moments pour se nourrir, où elle va passer de telle vitesse à tel moment, dans telle direction, pour attraper un papillon de l'autre côté. Et ça, c'est la performance du vivant. Et le vivant est absolument fabuleux, il est émerveillant, mais il n'est pas parfait.
Et j'aime beaucoup ça en disant aux gens qu'il y a une capacité de changement et d'évolution dans ce vivant. Et j'aimais bien tout à l'heure ta comparaison avec les spécialistes et puis les espèces capables d'être généralistes. Les oiseaux, c'est clair aujourd'hui, on a perdu 60% de nos oiseaux dans les terres agricoles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? S'adaptent ceux qui sont capables de bouffer un peu de tout. Mais celui qui mangeait telle plante qui n'est plus là, ben, il n'existe plus Ou non qui plus. nichait dans tel buisson. Exactement, c'est Voilà. tout à fait comme ça. Donc, l'activité humaine aujourd'hui, c'est de réfléchir à ça. Respecter ce vivant. Alors, avec une notion importante pour oublier les gens, les lois de la physique et de la chimie étaient là avant l'apparition de la vie et avant l'apparition de l'humain. Les grandes lois de l'univers, hein, elles étaient là. Et pourquoi le vivant a-t-il pu apparaître? C'est que dès le départ, il a tenu compte de cette chimie qui était une chimie minérale au départ. Il y avait des cristaux de quartz, hein, il y avait du granit, qui était rien à voir avec le vivant. Le vivant va apparaître, il va inventer la chimie organique, la chimie du vivant, la biochimie, la biologie moléculaire. Et ce vivant va modifier la géologie antérieure. Aujourd'hui, on a une bonne partie, presque la moitié des minéraux qu'on connaît aujourd'hui, 6000 espèces, n'existeraient pas sans la vie. Et là, on revient à ce que tu as dit, la photosynthèse, hein, où ce vivant produit de l'oxygène. Quand l'océan est saturé en oxygène, bah, il sort, hein, c'est comme un verre à dents, hein, et là, il crée l'oxygène dans l'atmosphère, et il permet à la vie de sortir de l'eau de mer. Hein. On a dit il y a un demi-milliard d'années à peu près. C'est intéressant cette relation vivant-minéral. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la biominéralisation. Une coquille d'œuf de poule, le corail, notre squelette, hein, là tous les trois on est là, on a un squelette. Vous vous rendez compte qu'on est capable de faire effectivement, à partir de cellules vivantes, des choses. Notre crâne, il est quand même super dur. Hein. Il résiste à un choc jusqu'à un certain point. Prenez une coquille d'ormeau, hein, ce mollusque percé avec une perceuse, c'est plus dur qu'une plaque de ferraille. Hein. Le vivant peut faire ça. Un squelette de corail aussi. Donc cette relation entre le vivant qui s'empare du monde minéral antérieur de la physique et de la chimie crée son système à lui. Et ça, c'est magique. On ne peut pas y échapper parce qu'on est fait du même vivant. D'eau liquide, de bactéries. On a dans nos génomes, dans nos gènes, on a un bon 10% de gènes de virus, hein, de maladies qui, depuis 50 000 ans, on a attrapé. C'est génial. Alors, la glace sur la tête, on tue l'arrogance de l'humain, on tue son imprévoyance et sa cupidité. Et peut-être que là, on pourra faire quelque chose. Donc, tu vois, suite à ta question, c'est comment l'humain va être capable d'intégrer ceci et se dire, voilà, je m'arrête, je réfléchis. Hein, j'arrête de vouloir de l'efficience à très court terme qui ne marche pas. Puis j'arrête surtout d'enrichir quelques-uns au détriment des milliards que j'appauvris tous les jours. Hein. Et je vais revenir aux femmes que je défends beaucoup aussi. Ma trilogie, c'est la goutte d'eau de mer, effectivement, je l'ai dit. Hein. Et le rôle des femmes là-dedans, sous le seuil d'extrême pauvreté, moins de 1 dollar par jour et par personne, 71% de femmes. En passé 25 ans, il y a plus de femmes sur la Terre que d'hommes. Pourquoi ? Dans les grandes catastrophes naturelles, il y a beaucoup plus de femmes qui sont tuées par des grands accidents naturels que de garçons. Comment elles sont éduquées? Elles vont pas à l'école. 700 millions de femmes qui vont chercher de l'eau en Afrique vont pas à l'école. Donc c'est là qu'on a des questions sociales. Et ce qu'il faut voir, c'est que chaque changement de climat ou de vivant a un impact social, en fait. Oui, mais ça, c'est un sujet qui est certes important, mais pour autant, l'impact sur la biosphère, c'est plutôt fait par les pays développés, Bien sûr. fortement technologiques. Donc, Bien sûr, la durée de vie est plus longue dans ces pays-là. Voilà, mais la question sous-jacente, c'est comment tu vois, quelles sont les instances, quelles sont les décisions, qu'est-ce que politiquement tu vois comme évolution positive ou négative pour avancer dans ce sens. Tu vois, l'idée c'est, ok, on sait ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on voit au niveau scientifique, on a les cadres. Comment on fait pour venir, entre guillemets, imposer une forme de discipline aux populations humaines dans le cadre du développement technologique et social pour ne pas casser la machine dans laquelle on vit. Tout à fait. D'abord de l'éducation. J'ai un ami qui a fait Polytechnique en 75. Et il me dit, en 75 à l'X, on n'avait pas une heure d'enseignement sur l'environnement. Il me dit, je dois t'avouer qu'on faisait des moteurs thermiques de camions qui consommaient 1 litre de kérosène au kilomètre. Et on ne sait plus quoi faire de CO2 aujourd'hui. Alors, jette pas l'anathème sur les ingénieurs. Il nous faut des ingénieurs, il nous faut des chercheurs, des ingénieurs et des entreprises pour avancer là-dessus. Simplement, c'est de se dire, voilà, de quoi est-on fait? Et l'éducation, on l'a oublié aujourd'hui. On me dit, c'est une histoire citadins ruraux. Non! Quand je vais dans les CFA agricoles des gamins, moi chez moi, à Blanquefort ou à La Réole, ces gamins paysans ne connaissent plus le nom des oiseaux de leur champ. Qu'est-ce qu'on leur a enseigné, en fait? C'est pas qu'une histoire de paysans et puis des gens à la ville. Hein. On a oublié d'enseigner. On arrête en seconde en France l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Comment comprendre le climat? Comment comprendre effectivement l'effondrement du vivant? Et aujourd'hui, je vais à Polytechnique et je leur dis, qui a fait de la biologie depuis moins de 5 ans? J'étais à l'Académie de médecine il y a quelque temps. C'est pas des Tupamaros hein, ou des éco-terroristes. Hein. Eh bien, ils ont hurlé, la biologie est une option en France en terminale.
Mais de qui on se fout? Et si on veut demain avoir cette prise en compte au niveau géopolitique, et puis au niveau des politiques, je vais être très clair, comment voulez-vous, quand vous êtes un politique qui a envie d'être réélu dans un système, eh bien, prendre des décisions qui sont difficiles, courageuses et impopulaires, ils ne les prennent pas dans le temps qu'il faut, en fait. Hein. Il faut dire un jour, bah, écoutez, d'abord, pas de réélection possible. Hein. Il faut dire, voilà, vous allez peut-être en chier quelques temps, hein. Ça va être difficile, mais c'est pour éviter beaucoup plus de souffrance demain. Et c'est ce qui ne passe pas. Donc comment est-ce qu'on fait avec les concitoyens? Moi, je crois beaucoup plus au monde associatif, au monde aujourd'hui des ONG, des sciences participatives. Hein. On les a vus encore aujourd'hui au colloque qu'on a eu ici à Marseille sur la bioinspiration. Hein. Tous ces mouvements-là, de femmes et d'hommes, sont extrêmement intéressants. On fait plus d'éducation à l'environnement aujourd'hui par le monde associatif qu'à l'école. Hein. Donc c'est vrai que, et je ne jette pas l'anathème non plus sur l'éducation nationale, mais on est dans un système où on a oublié tout cela parce qu'on est trop en silo en fait. Hein. Comment on fait travailler en même temps des mathématiciens, des biologistes, des physiciens, des chimistes, des écologues, avec des sociologues, des anthropologues, des géographes et des philosophes. Et ça, on ne sait pas le faire au niveau de la recherche, pas plus qu'on sait mieux le faire au niveau de l'éducation. Donc est-ce que des pays le font? Pas vraiment. Mais je pense que là maintenant, on regarde ce qu'on est. Hein, on essaye vraiment de nous ramener à nos besoins essentiels. Et puis, bah, écoutez, vous savez, si ce vivant a duré aussi longtemps, 4000 millions d'années, c'est parce qu'en permanence, il a innové et changé. Nous, on ne change toujours pas. Et souvent, je les piège à mes interlocuteurs en disant, voilà, est-ce qu'on est bien aujourd'hui? Non, on n'est pas bien. Alors, on n'est pas bien du fait qu'on a mal réagi avant. Oui. Alors, vous comprenez qu'en faisant comme on faisait avant, ça ne va pas s'améliorer. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et comment on change? C'est ça la vraie question, c'est comment on change aujourd'hui, en fait. Ok. Non, mais c'est intéressant. Je pense que le côté éducatif, c'est des choses qui sont essentielles. Moi, je le vois bien. Après, je sais pas si... J'ai l'impression que des fois, on est à la fois trop optimiste et trop pessimiste. Je pense je sais pas si je suis 100% d'accord avec le fait qu'on est mal aujourd'hui. Je pense qu'on n'a jamais été aussi bien d'un point de vue, on va dire, matériel, mais on a une problématique de rupture. Ça dépend où tu es. Hein. Ça dépend où on est, mais on va dire en proportion, on a quand même énormément de gens qui... Viens avec moi voilà. en Bolivie ou au Pérou. Non, mais je connais bien. Bah oui, je sais que tu connais. J'ai eu 3 ans une exploitation agricole au Cameroun. Ah oui, bah super. Effectivement, voilà. Très bel exemple. J'ai vu ce qu'était finalement la vraie pauvreté, finalement. Mais au-delà de ça, et pourtant, il y avait des choses très formidables dans ce pays. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a jamais été finalement aussi bien et aussi mal à la fois. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est à la frontière de potentielles ruptures environnementales où les technologies peuvent nous permettre de nous adapter, mais que pour certains et pas pour tous. Et encore, ça va trouver ses limites. Donc, la question, finalement, c'est comment on crée une vision commune. Parce que si on passe notre temps à s'opposer, en quelque sorte, hein, voilà, les pays en développement, les pays développés, les riches et les pauvres, la gauche et la droite, les technologiques, les pas technologies, les croissants, les décroissants, je pense qu'on va pas favoriser l'émergence d'une vision commune et de valeurs communes. Clairement. Est-ce que toi, tu vois dans ton quotidien aujourd'hui, et on verra, on va finir cet entretien parce qu'on n'avait pas énormément de temps, peut-être qu'on finira sur une note positive ou négative, c'est toi qui vas me le dire. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui concrètement dans ton quotidien qui te dit, tiens, on va dans la bonne ou on va dans la mauvaise direction? On est comment aujourd'hui? En tout cas en Europe, là où tu travailles, où tu as des relations... Je travaille un peu partout. Voilà, un peu partout, mais... Un aspect personnel. Moi, j'étais prof en fac de médecine, en fac de sciences et dans les écoles vétérinaires. Ouais. Jusqu'en 2010, 2012. Je suis appelé dans les écoles d'ingénieurs. Pour la première fois, Centrale Supélec, l'école des mines, tu vois, l'ENSTA. Bon, on commence à s'intéresser à ces questions-là. Et puis après, je suis appelé à l'école de la magistrature, l'ENM. Tiens, au niveau juridique, on a besoin d'eux, bien évidemment. Et puis tout récemment, ça m'a subjugué, en fait. Hein. Les écoles de commerce, 19 fois à HEC. Je vais à l'ESSEC, à Kedge. Ce qui veut dire qu'on se rend compte que ces questions-là, pour toute personne qui va être organisateur quelque part politique ou dans une entreprise, on ne peut plus oblitérer ces questions-là. On ne peut pas les oublier. Simplement, ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas s'occuper que du climat. Il faut s'occuper aussi autant du vivant. On a vécu un très bel événement à la scène musicale il y a quelques semaines, là, où nos amis du C3D avaient invité, il y avait Jean Covici, Heidi Sevestre, la glaciologue, Marine Calmet, la juriste, Olivier Hamon, l'homme de la robustesse, et Gilles Boeuf. Ça a été magique, parce qu'on leur a dit, voilà, il y avait 1200 personnes dans la salle, hein.
Occupez-vous du vivant, ça va passer à la télé prochainement. J'attends de voir les retombées de tout ça, quoi. Donc, ce qui quelque part, me rassure, c'est qu'on s'intéresse dans des sphères où on n'était pas du tout là-dessus, Ouais. depuis quelque temps, à ces questions-là. Après, il faut que les gens se bougent. Alors aujourd'hui, est-ce que je suis capable de les faire changer? Même au niveau politique à l'heure actuelle, je suis un peu inquiet de ce qui se passe en politique en France aujourd'hui, où on me dit on va supprimer les agences environnementales, les réserves naturelles. C'est le conservateur du littoral qui a été une pure merveille, que tous les pays nous envient. On n'a pas massacré notre littoral comme en Croatie ou en Espagne, tu vois. Il faut absolument qu'on garde ça avec nous. Et dans une espèce de contexte général où il faut redonner aussi du pouvoir local. Parce que le vivant, il est d'abord local. Et après, bien sûr, il est confronté. Je préside une réserve naturelle dans les Pyrénées. Et ma réserve, en fait, on n'a pas enlevé un arbre depuis 2 siècles. Je vais perdre ma forêt. C'est dû être, il ne pleut plus dans les Pyrénées-Orientales depuis 4 ans, tu vois. Alors, ça veut dire que le global influe aussi beaucoup sur le local. Ouais. Mais il faut débarrer au niveau local avec les gens, leur montrer qu'ils ont dans leur jardin un truc génial. Moi, je l'ai vu sur un papillon qui s'appelle l'Isabelle, dans la haute vallée de la Durance. Croyez-moi qu'aujourd'hui, si quelqu'un voit un mec avec un filet à papillon qui court derrière, il se fait lâcher sur place, hein. Parce que c'est leur papillon à eux. Ils s'en sont emparés eux. Alors, c'est des symboles, bien sûr, hein. Et je suis beaucoup plus là-dessus sur des espèces, moi, remarquées que remarquables. Alors, on parle des éléphants, des girafes, effectivement, qui sont menacés comme l'espèce humaine. Mais vous savez, aujourd'hui, tous ces êtres vivants microscopiques dont on parle, parce que les sols, il ne faut pas oublier, à part les vers de terre et les bactéries, les tardigrades, les nématodes, les colamboles, c'est un monde merveilleux. C'est ça qu'il faut qu'on garde avec nous. Donc, revenir à cet enseignement, se dire, voilà, je suis vivant, je suis fait d'eau liquide, un peu moins salé que le grand fer océanique. Mon océan, c'est ma clé de survie. Il me fait la moitié d'oxygène et il stocke mon CO2 en excès. Et puis, à tous les niveaux, tous les jours, je fais attention à ce que je fais. Et c'est là que, vraiment, au niveau de la mentalité, c'est compliqué, hein. Donc, il faut que ces 4 piliers que sont la science, la politique, le monde associatif et les entreprises jouent dans le même sens. Alors, il y a des entreprises où j'irai pas. Il y en a plein d'autres où ils ont compris. Je sais beaucoup que les assureurs, en ce moment, demain, on va vers un monde inassurable si on continue comme ça. Donc, ils ont des données que moi, je n'ai pas en scientifique. Ils ont des super scientifiques avec eux, hein. Ah, c'est très intéressant. Et ça, j'aime beaucoup. Ouais. Je vais chez AXA, je vais à la Maïf, par exemple, en ce moment. Entreprise à mission. Je suis dans plusieurs comités de mission d'entreprise. Mon rôle, c'est de dire, dans une entreprise, je suis à mission, ça veut dire que je crée de l'emploi, je rémunère des gens, ça c'est normal. En système capitaliste, c'est comme ça. Mais avec cet argent aussi, je maintiens la capacité de l'humanité à se développer dans ce monde qui est à l'extérieur. Je ne détruis pas les écosystèmes et j'utilise ce vivant pour aller plus loin. Ça me plaît assez bien. C'est une très belle phrase de conclusion. Je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Moi, je vois des évolutions majeures dans les entreprises qui comprennent que pour continuer à produire, il faut protéger Bien le sûr. milieu qui produit. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on parle de notion de résilience. On a même arrêté Tout à de parler de durabilité. C'est la notion de résilience, capacité à venir se remettre d'un stress à l'équilibre. Donc, je trouve ça je te rejoins beaucoup là-dessus. Donc, on va finir sur une note positive. Je suis content. Ah, moi, en gros, complètement. il y a une forme de Je vais terminer sur prise une de remarque d'une conscience. jeune fille l'an dernier. J'étais à Cherbourg. On faisait l'appel pour l'océan. Elle vient me voir à la fin. Elle me dit, professeur, ce que vous dites, c'est terrible. Mais je pars avec le sourire. Partez avec le sourire. Mais pour ça, il faut accepter de changer. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est un entretien court, mais on est un peu pressé par le temps. Ouais. Mais merci beaucoup, c'était Avec très plaisir. riche et ça permet de pointer du doigt qu'à un moment donné, pour pouvoir respecter notre nature, il faut respecter Bien la sûr, nature bien sûr. et C'est qu'on a un certain nombre de limites physiques, physiologiques, Complètement. biologiques et qu'on doit les respecter. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre de façon arriérée, Ah, pas du mais tout. ça veut dire qu'il faut qu'on joue avec les vraies règles du jeu. Et on ne peut pas s'extraire de notre environnement. Merci pour si ça. on veut rester vivant. Si on veut rester vivant. Merci pour ça, merci pour cet entretien Avec riche. plaisir. Merci beaucoup. Mais merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission, hein, c'est pour ça qu'elle est faite. Elle a été faite aussi pour mettre sur le devant de la scène l'écologie comme une technique et une science. C'est ce qu'est l'écologie. Et c'est la science et la technique qui doit nous permettre de nous adapter correctement au monde. Donc merci à tous ceux qui suivent cette émission. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode.